Bienvenue dans ce podcast Ta boussole pour aider les parents à parler amour et sexualité avec leurs enfants. Je suis Valérie Demainvielle, psychologue clinicienne depuis 24 ans. En 2015, j'ai réuni tout ce que j'avais appris, compris, aimé, tout ce qui avait le plus aidé pour en faire une méthode d'accompagnement originale que j'ai appelée Ma Juste Place. Avec cette méthode, j'accompagne celles que j'appelle mes Wonder Woman épuisées, celles qui veulent vivre leur vie en grand, mais qui, à force de tout vouloir trop parfaitement réaliser, une vie amoureuse justement, des enfants dégourdis, une vie sociale épanouie, en arrivent à s'épuiser et à craquer. Qu'est-ce que je fais avec elles? Je les aide à se remettre au centre de leur vie, à se reconnecter à qui elles sont vraiment, pour qu'elles puissent exprimer le meilleur de ce qu'elles ont à exprimer dans le monde. Tous les lundis, je publie des minutes du lundi qui sont autant de clins d'œil pour aider chacune à se mettre en chemin vers sa juste place. Ta boussole, c'est une nouvelle rubrique de cette minute du lundi qui consiste à offrir du contenu gratuit sur un thème particulier, protéger nos enfants de la pornographie. Ce projet Ta boussole est né après un événement qui m'a chamboulée. J'ai en effet découvert que mes enfants avaient été exposés à plusieurs reprises à des vidéos pornographiques, alors même que nous n'avons ni télévision ni écran chez nous, et que nous résistions depuis leur entrée au collège à les équiper de smartphones pourtant tant réclamés. J'en ai parlé plus en détail dans la minute du lundi du 8 mars 2021 qui s'appelle « Parler de leur corps à nos enfants » et aussi dans l'émission en live des Fabuleuses au foyer datée du 28 mars 2021 et qui s'appelle « Une verveine avec Hélène ». Vous pouvez trouver le lien sur YouTube. Parce que ma conviction, c'est que nous, parents, nous avons à éduquer nos enfants totalement différemment de l'éducation que nous avons reçue à l'amour et à la sexualité. Ce que je crois, moi, c'est qu'en rendant le sujet du corps, de l'amour, de la sexualité, des relations affectives, mais tous les sujets plus ou moins frappés de tabous dans nos familles respectives, en rendant ces sujets aussi naturels que d'autres, par exemple comment apprendre à traverser la rue, en abordant ce sujet aussi naturellement et aussi fréquemment que celui-là, on peut armer nos enfants pour que ces images pornographiques, qu'ils ne manqueront pas de voir, ne supplantent pas les images qui seront nées de vos discussions avec eux. Quel que soit votre niveau d'aisance avec ces sujets-là, il vaut toujours mieux, même maladroitement, que ce soit vous qui parliez d'amour à vos enfants et pas Internet. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Maëlle. Bonjour Valérie. Je suis très heureuse que tu aies accepté cette invitation à venir nous parler aujourd'hui, à nous parents, de comment parler, comment oser parler à nos enfants d'amour, de corps et de sexualité. Alors Maëlle, je vais te présenter rapidement. Tu es conseillère conjugale et tu as une activité très complète puisque tu interviens à la fois auprès des professionnels dans les écoles, auprès des enfants eux-mêmes, enfin je crois que tu as une équipe pour ça, mais tu reçois aussi en consultation des parents, enfin des adultes de tout type, qui eux-mêmes ont des difficultés, soit en matière d'estime d'eux-mêmes, soit en matière de sexualité ou de rapport à leur corps. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Ok. Alors aujourd'hui, tu as accepté de venir nous parler parce que je t'ai sollicité suite à la lecture de ce bouquin. Et ça s'appelle Oser en parler, savoir parler d'amour et de sexualité avec ses enfants, que j'ai trouvé fantastique. Hyper précis, hyper documenté, très pratique. Et qui va chercher dans tous les sujets autour de la sexualité et du corps à tous les âges des enfants. Alors aujourd'hui, mes questions vont tourner autour de 3 points, Maëlle. Le premier point, c'est un constat, puisque là, dans cette capsule, on aimerait s'intéresser à la question de la pornographie, auquel les enfants sont exposés très jeunes aujourd'hui. Le constat, c'est dans ta pratique à toi, puisque je crois que ça fait plus de 15 ans que tu exerces ta profession, est-ce que tu as observé un changement en matière de conséquences ou en matière d'exposition, de temps d'exposition aux images pornographiques sur les enfants? Est-ce que tu as vu des changements depuis 15 ans? Oui, donc bonjour à chacune et chacun.
Depuis une dizaine d'années, je travaille donc pour Comitis et on est aujourd'hui une petite équipe d'une dizaine d'intervenants, intervenantes, différents métiers pour réunir nos forces autour de l'éducation affective et sexuelle. Donc moi, c'est vrai que je fais ce métier depuis, en fait, presque 20 ans, le temps passe. Et évidemment qu'on voit la pornographie gagner du terrain. On le voit notamment dans les questions que posent les enfants et les adolescents. Ils posent des questions parfois en CM1, en CM2, en 6e, en 5e, qui ne portent plus directement sur la procréation, comment on fait les bébés, ou la puberté, ou les amitiés, mais sur les pratiques sexuelles, sur la douleur pendant les rapports sexuels, sur la violence exercée sur les femmes, sur les performances et les tailles de pénis. Voilà, en fait, on le perçoit, on le voit, on le mesure, nous, dans les questions que les jeunes posent, et parfois même, j'allais dire, dans leur imprégnation. C'est-à-dire qu'on les sent, c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais pour certains d'entre eux, colonisés de l'intérieur. C'est ça qui nous alerte. C'est comme si les questions autour de la sexualité sous l'angle pornographique les occupaient dans leur esprit à tel point qu'ils devenaient parfois indisponibles pour s'interroger sur la vie amoureuse, sur le corps, sur la sexualité, sur le respect de soi et de l'autre, sous d'autres angles. On a parfois l'impression, dans certaines de nos séances, c'est un peu dur professionnellement, d'avoir à faire une forme de déminage avant d'ouvrir d'autres sujets. On a parfois besoin d'une sorte d'entreprise de désherbage massif, la pornographie s'invitant de prime abord dans la séance. Ouais, madame, on va faire une sextape ensemble. Ouais, madame. Voilà, des choses complètement inédites il y a 20 ans, des fantasmes hyper activés chez des enfants ou des tout jeunes adolescents chez qui on n'observait pas forcément ce type de questionnement ou de curiosité sexuelle ou de vocabulaire. Voilà. Alors, ça parle de l'abondance de l'accès à la pornographie et du fait que tous les enfants regardent, ont accès à ces vidéos de façon innocente, sans l'avoir forcément cherché au début. Quand tu dis que... Pardon ? Ouais. Je réagis à ton mot innocente. Oui. Je réagis à ton mot innocente parce que la curiosité sexuelle n'est pas coupable. Voilà. Donc, pour moi, la curiosité sexuelle n'est pas une question d'être innocent ou coupable. La curiosité sexuelle, chez les enfants, y compris tout petits, des enfants maternels, les enseignants le savent, elle est active, elle est activée, elle est naturelle, elle est normale, elle est saine, elle n'est pas coupable. Voilà, la curiosité sexuelle. Ce qui est coupable, hein, c'est plutôt nous, adultes, de laisser à disposition de ces enfants et de ces ados, de manière aussi pratique et facile, des contenus qui sont complètement inadaptés pour leur développement psychosexuel. Voilà. La culpabilité ou la faute, je ne la place pas du côté de l'enfant parce que sa curiosité sexuelle est un moteur, c'est un moteur de vie. En fait, c'est presque une bonne nouvelle, un enfant qui est curieux de la vie, de la mort, de l'amour, des relations, de la sexualité, des bébés. C'est normal. Voilà. Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est qu'un enfant qui est curieux et qui pose des questions rencontre souvent, en tout cas auprès de ses parents, soit des réponses approximatives, soit pas de réponse, en tout cas pas du tout assez, contrairement à Internet qui offre des réponses beaucoup plus nombreuses, mais dans un certain type de réponse. Donc effectivement, en tant que parent, et c'est une question qu'on me pose très souvent, comment faire pour, si on comprend l'intérêt d'éduquer ses enfants, c'est flagrant dans ce que tu dis, à une vision de l'amour qui soit d'abord basée sur les relations amoureuses. Qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse? Avant de parler sextape, comme tu disais, comment est-ce qu'on peut transmettre quelque chose qu'on n'a soi-même absolument pas reçu?
Alors, souvent, c'est vrai quand on s'interroge soi-même et quand moi j'interroge les adultes en formation, leur premier réflexe pour beaucoup d'entre eux, c'est on n'en parlait pas chez moi, Mm. c'était tabou. Ou alors, on en parlait sous une forme très préventive, très défensive, Mhm. c'est-à-dire fais attention, Ouais. prends tes précautions, t'as pensé à un préservatif. Voilà, des sortes de messages qui sont des messages d'alerte, des messages d'alerte, ou pas beaucoup de paroles, pas beaucoup de contenu. Je pense que les générations bougent et que, si tu veux, on parle d'Internet sous l'angle de la pornographie, mais Internet contribue à libérer la parole Mm. aussi et la formation, l'auto-formation des adultes qui n'ont pas été alphabétisés sur ce champ-là. Donc, par des lectures, par des articles, des fois par des forums, par des espaces de partage, de parentalité, par des amitiés aussi. Beaucoup d'adultes, heureusement, réussissent à se mettre à parler là où, enfants, ils n'ont pas entendu de mots. En fait, c'est un langage qui s'acquiert. Voilà, il Mm. n'y a pas de fatalité avec d'un côté, oh ben, j'ai eu de chance de recevoir quelque chose, donc je vais être un très bon parent et je vais faire une super éducation à la sexualité à mes enfants parce que j'ai reçu un truc génial. Et de l'autre côté, oh là là, ben, moi je suis un pauvre de l'éducation à la sexualité, j'ai rien reçu et ben, je suis vouée à être complètement nulle dans la transmission. En fait, ce serait tout à fait injuste et inadapté parce que ça s'acquiert. C'est la Ouais. bonne nouvelle. Ouais. Ouais. Et C'est ton un livre est travail. truffé. Oui, ça se travaille. Ton livre est Mm. truffé de conseils en la matière. Alors c'est vrai qu'on est nombreux à avoir entendu des préventions sur la sexualité ou même sur le corps, du type attention, il y a des messieurs qui prennent les petites filles et qui les enlèvent dans des gros camions et qui leur font du mal le long de la route. On a beaucoup entendu ce versant-là. Mm. Et Mm. peu le fait que faire l'amour, c'est délicieux, que c'est un moment merveilleux de partage, de tendresse, etc. Dans ton bouquin, tu insistes sur la nécessité de nommer en disant que souvent, et c'est peut-être ce qui se produit dans tes ateliers, ces enfants qui s'ouvrent et qui disent des choses assez provocantes que probablement ils ne disent pas dans leur famille, euh, ce qui n'est pas dit est agi. Ou en tout cas, il y a une recherche de toute façon chez l'enfant. La curiosité, elle vit chez l'enfant. Donc s'il ne trouve pas de réponse ou qu'il n'y a pas de possibilité de poser de questions à la maison, ça va se produire ailleurs, à l'école, et ça va être agi. J'ai pas mal de retours de jeunes femmes qui me disent, mais la maîtresse me dit que mon fils touche le zizi des copains, ça commence à poser des problèmes, j'ai beau lui expliquer qu'il ne faut pas le faire, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'intérêt et de nommer les choses pour les enfants? Et puis, quoi nommer? Comment faire? Est-ce que tu as une anecdote ou une histoire qui te revient en tête là-dessus, qui pourrait nous faire mieux comprendre l'intérêt de nommer les choses pour les enfants? Mm. Quand tu parles voilà, de ce qui peut se passer dans les explorations entre enfants petits, en maternelle ou dans les fratries, hein, Mm. on l'observe aussi des fois en famille, et pour les parents, c'est pas toujours évident de savoir comment se positionner, quoi dire, quoi faire quand on voit un de nos enfants qui est curieux et qui va même peut-être déshabiller le corps d'un autre enfant de la fratrie pour observer ses organes sexuels ou lui demander quelque chose. Voilà, c'est des situations qui arrivent et qui appellent des mots. Voilà, qui appellent des mots. Je pense que la limite dans ce que tu évoquais comme idée, j'ai beau arrêter de lui dire de ne pas le faire, il continue à le faire. Mm. Parce qu'en fait, ce ne sont que des mots en ne pas. Ouais. Voilà. Et les enfants ont besoin d'une autre langue sur le corps et sur la sexualité qu'une langue en ne pas. Bien Mhm. sûr, aujourd'hui, même l'actualité est une actualité autour d'une réflexion sur l'inceste, l'âge de la majorité sexuelle, MeToo. Donc, il y a beaucoup d'angoisse et de messages de prévention qui se développent autour des enfants avec un ne pas. Mm. Mais l'éducation à la sexualité, moi, ce que je dis parfois de manière un petit peu raccourcie, c'est que ça n'est pas une éducation contre, c'est une éducation pour. Et malheureusement, on l'a souvent réduite et on a réduit nos mots et nos langages à du ne pas. Alors
alors on le travaille aussi parfois en parentalité positive, ne pas formuler des ordres négatifs. Ne tape pas ta sœur. Bah oui, mais du coup, tu as dit le mot taper. Voilà, prends soin de ta sœur. Donne-lui la main, aide-lui à monter la marche. Et quelque part, les mots sont très importants. Et en éducation à la sexualité, très important aussi. Ça commence tout simplement par le vocabulaire de base des mots du corps, qui fait encore l'objet, à mon sens, d'un grand tabou. C'est-à-dire que les enfants, les adolescents, j'ose pas dire les adultes, mais je vous laisse juger. Oh là là, connaissent très peu l'anatomie de leur corps. On connaît très peu, très mal l'anatomie de nos corps. Moi-même, qui suis professionnelle de l'éducation à la sexualité, j'en apprends encore, je me dis, mais c'est incroyable. Par exemple, mon grand-père avait un cancer de la prostate, j'étais petite, on dit cancer de la prostate, mais une petite, elle ne sait pas, elle se dit c'est à côté de l'intestin, c'est quoi? Puis on sent qu'il y a un truc vaguement sexuel, et du coup, quelque chose voilà, qui ne peut pas se poser comme question. Mais pourtant, les enfants entendent ça, ils se disent, ah ouais, cancer de la prostate, voilà. Là, depuis le 1er janvier 2021, on a entendu que le vaccin HPV est remboursé pour les garçons. Et donc voilà, c'est pareil, HPV, le vaccin HPV. Ma mère, elle m'a dit, maintenant, tu vas pouvoir te faire vacciner. Mais ils ne savent pas ce que c'est tout ça. Voilà, les mots, alors là, c'est des mots peut-être un peu techniques, hein, pour les plus grands, pour les ados. Mais déjà, pour les tout petits, les mots du corps. Voilà, les fesses, les seins, ce sont des mots, même les enfants ont du mal au début de les dire quand ils nous sentent tellement coincés pour les dire, alors qu'ils ont l'habitude qu'on nomme pour eux le monde. Voilà, ils ont l'habitude qu'on leur dise, bah ça s'appelle un téléphone, ça s'appelle un stylo. Et les tout petits, ils ont 2 ans, ils ont 3 ans, dans l'apprentissage du langage, on fait des imagiers. Bon ben voilà, en fait avec le corps, au moment de la toilette, au moment de l'habillage, au moment du bain, nommer les parties du corps, c'est permettre déjà à son enfant de se les approprier et j'allais dire même de pouvoir les aimer. Voilà, moi c'est mon postulat. C'est que finalement, en ne nommant pas le corps et les parties sexuelles, les parties intimes du corps, on développe une forme de réticence, mais je dirais même de dégoût. Moi, ça m'attriste, mais je vois parfois, je te prends un autre exemple, puisque tu me demandais des exemples, des petites jeunes filles qui sont en 6e, en 5e, en 4e, qui vivent des transformations physiques dont on parle parfois un peu, les règles, les seins. Il y en a une qui est très taboue. C'est tout ce qui est sécrétion vaginale, perte blanche, immense tabou. Et les jeunes filles se retrouvent avec cette question, avec cette transformation physique qui n'est pas nommée, qui n'est pas parlée. Parfois, elles se disent, en fait, je suis sale, je suis pas propre, mon corps n'est pas normal. Alors que finalement, leur faire comprendre que les corps de femmes évoluent comme ça, que c'est naturel, que c'est sain, ça les rassure énormément. Voilà. Et alors, quoi dire aux parents qui ont une pudeur immense, justement, je pense à une jeune femme que j'ai accompagnée qui me disait quand j'étais petite et que j'avais des pertes dans ma culotte, ma mère me disait oh, va vite mettre ça dans le linge sale, c'est dégoûtant, il ne faut pas qu'on voit. Et on sentait, le dégoût était palpable de la part de sa mère. Elle a reçu ce dégoût-là et elle s'en rend compte et elle aimerait ne pas transmettre ce même dégoût. Mais elle n'a pas pour autant une aisance à parler des parties du corps, des pertes blanches et autres manifestations qui entourent ce sujet-là. Elle dit elle-même, elle se sent elle-même beaucoup plus à l'aise que sa propre mère, mais comment aider un parent comme elle à se mettre encore plus à l'aise malgré sa pudeur? Là, c'est pas seulement de la pudeur. Tu vois, quand tu parles de dégoût, je distingue le dégoût et la pudeur. Le dégoût, c'est un mécanisme émotionnel de rejet qui met à distance quelque chose qu'on pense toxique. Donc, tu vois, c'est quand même pas du même ordre que la pudeur. La pudeur, c'est un mouvement intérieur de préservation de quelque chose qui nous semble intime. Et le dégoût, là dont tu parles, c'est aussi un héritage, c'est-à-dire une forme de jugement. Une forme de jugement intérieur sur ce que je pense, sur ce que je crois, sur ce qu'on m'a appris, propre et sale. Et par-delà cela, presque
bien et pas bien. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Moi, je crois que nos dégoûts, par rapport au corps de nos enfants, alors c'est un sujet un peu tabou, mais on peut être dégoûté, y compris par l'urine. Enfin, combien de parents changent des draps d'enfants le matin? C'est difficile, un enfant qui a fait pipi dans son lit. Voilà, le dégoût peut exister. Mais il faut bien distinguer voilà, le corps de l'enfant qui en soi n'est pas dégoûtant, qui peut être propre, qui peut être beau, et éventuellement ce qui en sort. Le sang te dégoûte, peut-être, mais ton corps est extraordinaire et pas dégoûtant. Voilà. Nos dégoûts, ils ne sont pas toujours complètement domptables, en quelque sorte. On ne sera pas forcément capable d'aller au-delà de tous nos dégoûts, même si, en tant que parent, on voit parfois que ce qu'on pensait tout à fait impossible avec un tout petit, finalement, on finit aussi par vivre avec, par s'habituer, par nettoyer, je ne sais pas, un vomi qui nous dégoûte, bien sûr. En fait, je ne vais pas dire qu'on est forcé d'apprécier et d'aimer tout ce qui sort du corps, mais c'est important de pouvoir avoir par-delà cela, ce dégoût éventuel. Oh, tu as les cheveux sales là. Ben, tu as les cheveux sales, voilà. Et puis tu t'es lavé, mais ce que tu es mignonne, voilà, ce que tu es belle ou ce que tu es beau, tu sens bon. Mais on a le droit d'être dégoûté, y compris par le corps d'un ado qui ne se lave pas, et de lui dire, sale gosse, va te doucher. Tu ne peux pas descendre à table comme ça à midi en considérant que ça fait un quart d'heure que tu es levé. Ouh, ça sent le vécu, ça. Parle pas du tout de chez moi. Voilà, ben, ça me dégoûte, tu sens pas bon. Tu sens pas bon, mais c'est pas pour ça que tu n'es pas quelqu'un de bon et de bien et ton corps. Voilà. D'accord. Faire l'objet de quelque chose de magnifique. Donc c'est une parole j'aime bien, d'espoir pour ses parents, de dire on peut être dégoûté par certaines choses, mais apprendre quand même, transmettre à nos enfants ce goût pour eux-mêmes, c'est ce respect d'eux-mêmes, de leur corps et le fait que dans nos yeux, ils sont extraordinaires. Eh ben, merci beaucoup Maëlle. Je remontre ce bouquin. Il y a des milliards de petites situations, de mots, de phrases même, qui aident chacun à parler à ses enfants de tous les sujets, même les plus tabous justement. Et je vous encourage vraiment à le lire. Merci beaucoup Maëlle pour cette interview, ce partage très riche. Et donc on te retrouve sur ton site Comities, comitys.com, c'est ça? Oui, il y a aussi sur le site, en fait, pour les parents que ça intéresse, 150 vidéos qui sont un peu sélectionnées sur ce qu'on peut trouver sur les réseaux et triées par thème. Voilà, sur la prévention du harcèlement, sur les relations amoureuses, sur l'image qu'on a de son propre corps. Donc, c'est à l'usage des parents ou des professionnels. Et puis, en fait, dans mon activité, il y a aussi la création d'outils pédagogiques. Donc, on crée des petits jeux sur les émotions, sur les qualités, pour travailler en fait aussi le développement de ce qu'on appelle les compétences psychosociales ou relationnelles. Voilà, donc tout ça est à découvrir sur le site. Ouais, je me permets d'ajouter que c'est assez rare de voir une générosité pareille, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition sur le site. Alors, ça reste des outils, donc c'est à chacun d'en faire, de se l'approprier, mais c'est très intéressant et c'est une ouverture intéressante à proposer. Et puis, dans les petites vidéos, il y a aussi beaucoup de choses, comme on en parle énormément en ce moment, pour expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est l'inceste, qu'est-ce qui est interdit de vivre entre les adultes et les enfants. Et c'est super bien fait. Je trouve que ces vidéos devraient être ajoutées à la plateforme que le gouvernement vient de sortir, qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv.fr, je crois. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas le suggérer moi-même, d'ajouter tes ressources et puis surtout ton bouquin, parce que c'est vraiment, il devrait figurer sur ce site. En tout cas, merci beaucoup Maëlle et à bientôt pour encore plus de mots. Merci à toi.